Bonjour à toutes, bonjour à tous, nous sommes le 27 janvier. Les diplômes qui vont suivre de tous les jeunes qui auront subi le coronavirus n'auront pas la même valeur que ceux qui ont pu aller en cours en présentiel. Pourquoi vous dites que vos diplômes n'auront pas la même valeur? Parce que c'est des diplômes Zoom et que la qualité de l'enseignement n'est pas du tout la même en fait. Vous le voyez, nous étions hier dans la manifestation parisienne des enseignants et des étudiants percutés par la crise sanitaire. Notre reportage, et puis nous en parlerons avec notre invitée, la philosophe Barbara Stiegler, qui tente de penser ce qu'elle appelle un régime de la pandémie depuis un an, ce qu'il fait à nos corps, à nos âmes et notre démocratie, et aussi comment s'en sortir. Bienvenue dans À l'air libre, l'émission quotidienne de Mediapart. Bonjour Barbara Stiegler. Bonjour. Comment ça va? Question rituelle en ce moment. Je suis épuisée. Épuisée pourquoi? Parce que vous êtes professeur et que c'est difficile en ce moment. Parce que l'université est devenue un milieu, université à laquelle je suis profondément attachée et qui m'a portée et nourrie pendant des années, des décennies, est devenue un milieu quasiment toxique depuis un an. Voilà, c'est très très dur. On pourra peut-être en parler, j'espère. Pourquoi toxique en deux mots? Toxique parce que c'est devenu un lieu extrêmement conflictuel du fait de la situation sanitaire. Dès qu'il y a des conflits entre les collègues, les étudiants sont dans des états, pour certains, de désespoir. On a des doubles discours, une duplicité de nos instances, une duplicité parfois à tous les étages, malheureusement. Donc c'est un champ de ruines, en fait. Et comme toujours, quand il y a des destructions, on espère qu'il y aura une reconstruction, mais on est très inquiet, très très inquiet. Alors, vous êtes professeur de philosophie politique à l'université Bordeaux-Montaigne. Vous venez de publier chez Gallimard ce petit texte, je l'ai là, justement, de la démocratie en pandémie, santé, recherche, éducation. Donc, chez Gallimard, je l'ai dit, quelques pages nerveuses. Je vous en recommande à tous et à toutes la lecture, où vous tentez de penser ce qui nous arrive avec le Covid. Et c'est pas facile de penser en ce moment, entre les confinements, la distance sociale, les injonctions diverses de nos dirigeants et aussi l'attraction des théories du complot de la part de certains qui cherchent des explications. Barbara Stiegler, ce mercredi se tenait à l'Élysée un nouveau conseil de défense, sous la houlette d'Emmanuel Macron. Y aura-t-il un reconfinement? Sous quelle forme? On entend tout et son contraire, avec ces annonces pour nous préparer. À quoi? On ne sait pas encore exactement. Écoutez le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. Le couvre-feu à 18h a une efficacité aujourd'hui relative. Il a une efficacité, et nous avons des données qui permettent de montrer qu'il freine, dans une certaine mesure, la circulation du virus, mais à ce stade, il ne freine pas suffisamment la circulation du virus pour être considéré comme pleinement efficace face aux défis sanitaires que j'évoquais à l'instant. Nous anticipons et nous avons travaillé ce matin sur différents scénarios qui peuvent être envisagés sur la base de la situation actuelle. Ce sont plusieurs scénarios qui vont d'un maintien du cadre actuel, avec le couvre-feu à 18h, jusqu'à un confinement très serré. Barbara Stiegler, ce genre de déclarations depuis un an, elles ont été extrêmement nombreuses. On nous annonce des choses sans exactement le dire. Moi, personnellement, ça m'épuise, je parle de moi. Est-ce que c'est le cas pour vous aussi? Bien sûr, c'est épuisant, et puis eux-mêmes ont l'air épuisés. Si faut aller au-delà de ce constat. Ce qui est intéressant, c'est de regarder l'évolution des discours. Par exemple, il y a quelque temps, on nous aurait dit « les chiffres ne sont pas bons, vous vous êtes relâchés ». Les jeunes se sont relâchés, il y a du relâchement. Vous vous souvenez de toute cette rhétorique du relâchement que j'analyse beaucoup dans le tract et qui est extrêmement problématique. Il n'en est plus question. Pourtant, normalement, il devrait dire ça. Et pourquoi il n'en est plus question? Parce que, en fait, il y a des communicants qui travaillent intensément derrière tous ces discours, qui travaillent pas forcément bien d'ailleurs, qui travaillent parfois très mal, mais qui travaillent quand même, et qui sont en train de dire qu'il faut arrêter avec le relâchement, il faut arrêter de viser la jeunesse, parce que les réseaux sociaux sont chauffés à blanc du côté des étudiants, parce que les Français en ont marre, enfin bref. Donc on a en fait des techniques de décryptage de l'opinion et des discours qui essaient sans arrêt de manipuler... Qui changent en permanence et qui essaient sans arrêt de manipuler dans le bon sens l'opinion. Donc évidemment ça crée un dialogue de dupes. Personne n'est dupe en même temps. Tout le monde sait très bien que ce sont des techniques manipulatoires. On n'est pas dans le mensonge caractérisé, on n'est pas non plus dans l'énonciation de vérité rationnelle partagée. On est dans des techniques de manipulation qui utilisent des faits avérés et puis des choses fausses et des fantasmes aussi sur la population. Et
Et malheureusement, tout ça, effectivement, est épuisant et mène à une impasse, au fond. Alors, il y a eu aussi, d'authentiques mensonges. Nous les avions documentés sur Mediapart, sur les masques, les tests. On a entendu récemment encore le ministre de la Santé nous promettre qu'il y aurait 70 millions de Français vaccinés à l'été, et beaucoup de monde, pour être honnête, en doute. Est-ce que ces messages-là contribuent à nous désorienter aussi? Oui, beaucoup de monde doute, parce qu'il n'y a pas 70 millions de Français, déjà. Parmi les 66 millions, il y a des nourrissons, etc. Donc, là, mais est-ce que les mensonges, ils ont fait en sorte de... Vous parlez beaucoup de démocratie dans ce livre, d'aggraver cette confiance? Oui, bien sûr. Mais il faut se demander pourquoi... Alors, par exemple, Jérôme Salomon a carrément trafiqué les données. Là, il a de gros problèmes avec la justice, parce qu'en réalité, il a trafiqué des choses pour dissimuler les choses sur les masques. Enfin, vraiment, ça devient... très problématique. Là, on est dans des questions juridiques. Donc, oui, il y a eu une accumulation de mensonges aussi. Et la question, c'est pourquoi. Alors, pourquoi moi, ce qui m'a intéressé le plus, ce sont ces techniques manipulatoires et la spécificité de ces techniques. Parce que de la manipulation d'opinion, c'est banal. Hein. Tout le XXe siècle est jalonné de ces techniques. Ça s'appelle la communication politique. Oui, la communication politique. Et puis, ça a été théorisé comme la fabrication du consentement, la manufacture du consentement, toutes ces questions-là, bien sûr. Donc, ça s'inscrit là-dedans. Mais je me suis intéressée à des choses plus spécifiques, en particulier des choses qui s'imposent aujourd'hui depuis 2 décennies à peu près. Par exemple, sous Obama, aujourd'hui avec le gouvernement présidé par Emmanuel Macron, alors c'est vraiment massif, c'est l'économie comportementale. L'idée que nous avons devant nous des populations dont les comportements sont par principe irrationnels, parce que les individus, et a fortiori les collectifs, sont finalement remplis de biais cognitifs, font toujours les mauvais choix. Ça, c'est théorisé par l'économie comportementale, qui rompt avec l'économie néoclassique, qui, elle, se donnait, comme vous le savez, un sujet rationnel. Un homo economicus, calculant au mieux ses coûts et ses bénéfices, ce qui nous permet d'aller vers une harmonie, celle créée par le marché, les interactions privées. Ça, c'était l'économie classique. Et néoclassique. Hein. Et l'économie comportementale, elle va partir du postulat qu'en réalité, cet homme économique, c'est une fiction théorique. En réalité, les vrais hommes et les vraies femmes, ils sont façonnés par leur histoire évolutionniste, donc. Et c'est pour ça qu'ils ont des biais cognitifs. Et donc, les gouvernants, avec l'aide de toute une ingénierie sociale, avec l'aide des sciences sociales, avec l'aide des psychologues, avec l'aide, pourquoi pas, des sociologues, doivent façonner les comportements en les poussant dans la bonne direction. Quelque chose qu'on a découvert en travaillant sur ce tract, puisque je le dis au début, je n'étais pas seule pour l'écrire, on a découvert dans nos petites enquêtes que Emmanuel Macron a confié à des conseils de nudging, donc ces techniques d'ingénierie sociale venues de l'économie comportementale, tout ce qui concernait les mesures sanitaires. Par exemple, l'auto-attestation est quelque chose qui a été conçu par ces cabinets de nudging, en l'occurrence c'est BVA. C'est-à-dire qu'on essaie d'orienter les comportements des gens. Voilà, en façonnant, en créant un environnement qui les pousse à, et qu'ils le fassent de manière infraconsciente, pour qu'ils n'aient pas à réfléchir au fond. Alors, on va revenir à ça, mais je voulais vous poser une question aussi, avant de passer à notre reportage. Un des aspects que vous montrez bien dans le livre, c'est que vous dites, on parle beaucoup de pandémie. En réalité, ce n'est pas une pandémie, c'est une maladie causée par les inégalités sociales et la crise écologique. C'est un peu le cœur, finalement, le départ de votre livre. Le point de départ, je dirais plutôt. Le point de départ, c'est cet éditorial du Lancet. Donc, le rédacteur en chef, Richard Horton, qui est un scientifique extrêmement important, qui déclare, pour ouvrir son éditorial, Covid-19 n'est pas une pandémie. Alors, c'est une épidémie, bien sûr. C'est une épidémie mondiale très grave, mais ça n'est pas une pandémie, dit-il, c'est une syndémie. Alors, pourquoi dit-il cela ? Parce que, en fait, la pandémie, on peut l'entendre dans un sens très restrictif, qui serait une épidémie à diffusion mondiale. Dans ce cas, le Covid-19 en est une. Mais si on entend par pandémie quelque chose du type de la peste, qui touche n'importe quelle personne à égalité, qui menace de mort toute la population mondiale, alors là, on ment, en fait. On raconte n'importe quoi. Alors, qu'on ait pu penser ça... Parce que ce virus, il a touché davantage les populations les plus fragiles. Oui, parce que vraiment... qu'on ait pu penser ça au tout début, quand on ne savait pas, il n'y a pas de problème. Mais il y a un moment où ça devient finalement la fabrication d'un imaginaire qui est fallacieux. Parce qu'en réalité, le Covid-19, en soi,
c'est un virus qui traverse toutes sortes d'organismes sains et jeunes, et il s'agit donc de porteurs sains, hein, pour qui ça n'est pas, sauf pour une infime minorité qui, effectivement, existe sur le plan statistique, mais dans ce cas-là, si on pense à tous les risques qui existent dans nos comportements et en santé, à ce moment-là, on ne sort plus de chez nous, hein, puisque on ne peut plus avoir, finalement, on n'a pas de risque zéro. Donc si on revient à des choses raisonnables, là où le Covid est redoutable, c'est sur des organismes affaiblis, par les maladies chroniques et le vieillissement, les deux étant liés, hein, bien sûr, et sur des organismes affaiblis par le vieillissement et la dégradation de l'environnement, puisqu'il y a des facteurs environnementaux qui font augmenter les maladies chroniques, comme chacun sait, et qui, par ailleurs, se trouvent dans des milieux où le système sanitaire est abîmé ou inexistant. Alors là, nous avons un cocktail parfait pour que ce virus devienne une maladie épidémique qui met en crise le système social. Donc c'est un révélateur. Voilà. Donc en fait, exactement, c'est un révélateur, exactement comme un colorant. Ça traverse des territoires. Quand les territoires sont bien administrés sur le plan sanitaire, avec une population jeune, etc., il n'y aura pas de problème. Quand les mêmes territoires sont des déserts médicaux, où se cumulent des maladies chroniques et une absence de prise en soins, alors là, évidemment, là, ça flambe. Alors, vous avez parlé justement des jeunes. Au cœur de cette crise sanitaire à multiples facettes, il y a la question de l'école, vous en avez parlé au début. Toujours la même question, hein, en cas de reconfinement, y aura-t-il fermeture ou pas? La question des inégalités scolaires que tout ça entraîne et le mal-être de nombreux jeunes, c'est ce qu'on a essayé de regarder avec notre reportage. Hier matin, des profs, des infirmières scolaires et des étudiants, des lycéens aussi, étaient en grève. Youmni Kezouf et Valentine Auberti ont suivi la manifestation à Paris. Plusieurs milliers de manifestants ont marché contre la politique du ministre Jean-Michel Blanquer. Licenciation Blanquer, il sert à rien, il nous coûte cher. On a profité de cette manif pour discuter avec eux de comment la situation sanitaire dégrade leurs conditions de travail et on a rencontré des profs qui se sentent abandonnés. Est-ce que vous trouvez que votre hiérarchie, elle répond bien à la crise sanitaire? Alors ça dépend quel niveau. Il se trouve que nous, au niveau de notre lycée, ça se passe plutôt bien d'un point de vue hiérarchique. On a un grand soutien de notre chef qui a vraiment fait les choses bien, qui, quand ça a été compliqué, nous a dit « vous pouvez lever le pied » et qui nous soutient beaucoup. Par contre, au niveau ministériel, au niveau de Blanquer, c'est absolument insupportable. On n'est absolument pas entendu, on se sent complètement méprisé. C'est complètement déconnecté de ce qui se passe dans la réalité. On a rencontré aussi des profs inquiets face au protocole sanitaire qu'ils jugent insuffisant. Comment ça se passe, la crise sanitaire au collège? Eh ben, la crise sanitaire au collège n'est pas du tout gérée par le gouvernement. Il y a des effets d'annonce dans les médias continuellement. Mais au final, nous sommes totalement livrés à nous-mêmes, malgré la bonne volonté parfois des chefs d'établissement de nous doter de quelques produits d'hygiène. On aère, on fait ce qu'on peut, mais il n'y a aucun geste barrière de respecter. Dans les cantines, on continue à être... les élèves continuent à être les uns sur les autres. Est-ce que vous avez relevé des anomalies dans, par exemple, la détection des clusters et d'éventuels clusters? Ou est-ce que vous avez peur qu'on ne vous dise pas quand il y a des cas de contamination? Alors, en général, on nous argue du secret médical pour ne pas forcément nous prévenir. Donc, nous devons nous-mêmes demander à nos CE s'il y a des cas dans nos établissements. C'est parfois les parents qui communiquent aussi, qui nous informent qu'un de leurs enfants est malade. Après, nous sommes parfois informés par la direction. Et quelle mesure est prise? Est-ce qu'on teste toute la classe, par exemple? Pas du tout. On ne teste pas? Non, on ne teste pas. On attend qu'il y ait 2, 3 cas. Et c'est aux parents de tester leurs enfants. Donc, il suffit que les parents ne testent pas d'eux-mêmes leurs enfants pour que les cours continuent normalement en présentiel. Des protocoles insuffisants aussi, nous disent-ils, en lycée professionnel. Si on prend la crise sanitaire, aujourd'hui on a plein d'élèves qui sont en stage. Or, rien n'est fait pour organiser au moins une protection un peu spécifique de nos élèves qui, pour le coup, brassent beaucoup de monde puisqu'ils sont en entreprise. Et on a demandé au ministre d'avoir une négociation pour assurer leur protection sanitaire, pour avoir au moins des dérogations pour qu'ils puissent respecter aussi le couvre-feu. Or, rien n'est fait pour ces élèves-là. Donc quand vos élèves ils vont en stage, vous estimez qu'ils ne sont pas protégés?
Il n'y a rien de fait pour eux alors qu'on a des élèves mineurs. Avec les profs, les étudiants mobilisés eux aussi contre leur ministre, Frédérique Vidal. Des moyens pour la jeunesse, la réouverture des facs, même si Vidal ne veut pas, nous on est là. Étudiants remontés qui s'estiment sacrifiés. Pourquoi vous dites que vous êtes une génération sacrifiée? Parce que les diplômes qui vont suivre de tous les jeunes qui auront subi le coronavirus n'auront pas la même valeur que ceux qui ont pu aller en cours en présentiel. Pourquoi vous dites que vos diplômes n'auront pas la même valeur? Parce que c'est des diplômes Zoom et que la qualité de l'enseignement n'est pas du tout la même en fait. C'est beaucoup plus compliqué de rester concentré et de suivre un enseignement confortable et qui est intéressant sur Internet. Comment vous vivez ça, vous, personnellement, cette crise du Covid en tant qu'étudiante? Mal, parce que c'est compliqué, quoi. Et puis surtout qu'on pourrait faire des efforts pour réouvrir les facs, et ces efforts, ils sont pas faits, donc c'est compliqué. La réouverture des facs promise un jour par semaine par Emmanuel Macron ne suffit pas à leur redonner la motivation. Aujourd'hui, on se lève, on ouvre nos écrans, si on a la motivation encore d'ouvrir nos écrans, puisque vraiment, il n'y a plus grand-chose qui nous retient et qui nous pousse à étudier. Même nos évaluations qui sont censées récompenser notre travail et nos modalités d'évaluation ne sont plus à la hauteur de nos enseignements et on n'a vraiment plus aucune raison d'être motivé en ce moment. Donc vous n'avez plus envie? Non, on n'a plus envie. C'est le gros problème, c'est qu'on tombe dans une espèce de démotivation quasiment systémique et inéluctable depuis un an. Barbara Stiegler, ces jeunes, ils nous disent génération sacrifiée. Et est-ce qu'on est en train de sacrifier une génération? Et est-ce qu'on est en train, pour sauver statistiquement ceux qui sont les plus âgés de notre société, de sacrifier une génération plus jeune? C'est un peu plus compliqué que ça. Là, comme on le voit ici, nous avons... je vais vous donner 2 contre-exemples. On dit on sacrifie les jeunes pour sauver les plus âgés. C'est pas vrai. Les plus âgés, on les a abandonnés dans les EHPAD en mars, avril. Ils sont morts du Covid, seuls, se sont étouffés, sans aucune aide, sans personne pour leur tenir la main. Je le rappelle, on ne le dit pas assez. Ils se sont laissés mourir de faim, de désespoir, abandonnés. Ils étaient très âgés. Donc on nous parle d'une politique au service de la vie et au service de nos plus anciens, c'est faux. En réalité, là, on peut prendre un exemple où on voit que c'est faux. De même pour les jeunes. Une partie des jeunes sont plus que jamais choyés en classe préparatoire, par exemple, dans certaines filières, dans des filières professionnelles. Ça fonctionne parfaitement. Enfin, parfaitement non, puisque les gens ont des masques, les gens ont des contraintes, il y a le couvre-feu. Mais ça fonctionne. Donc, c'est plus compliqué que ça. Ce que montre de manière tout à fait spectaculaire votre reportage, c'est l'extraordinaire arbitraire. C'est-à-dire que d'une rue à l'autre, vous allez, ou dans une famille, dans une fratrie, dans la même famille, vous allez avoir un jeune qui va bénéficier de conditions d'études quasiment normales, l'autre qui va être enfermé pendant 1 an, privé de tout lien social, qui va s'enfoncer dans le désespoir, parfois dans la même famille, d'une rue à l'autre. Donc cet arbitraire est insupportable. Plus généralement sur le monde de l'éducation et de l'enseignement supérieur, qu'est-ce qu'on voit là? Nous avons d'un côté un ministre qui laisse faire, c'est-à-dire qui accumule tous les facteurs pour qu'il y ait une circulation haute du virus et qui laisse faire. Bah oui, il laisse faire, puisqu'il continue c'est-à-dire au lieu de mettre en place de manière sérieuse, avec intelligence, avec tact, et d'aider les personnels à le faire, un roulement intelligent, enfin voilà, des moyens de s'organiser pour faire face, eh bien tout le monde, ils le disent très bien là, on fait comme d'habitude, ça n'a pas de sens. Donc aucune mesure sanitaire n'est prise. Ça, c'est pour le secondaire. Et pour le supérieur, c'est tout l'inverse, c'est-à-dire c'est le confinement depuis quasiment 1 an. Donc c'est vraiment, d'ailleurs c'est à l'image de ce qui se passe dans le monde, c'est tout ou rien. Tout, c'est-à-dire le laisser-faire comme chez Trump, hein, où on laisse le virus se diffuser, et ou bien rien, c'est-à-dire on ferme tout. Ça n'a pas de sens. Oui, alors d'ailleurs, vous dites dans le livre, on aurait pu imaginer d'autres scénarios. On n'était pas obligé soit d'avoir des solutions qui enfermaient quasiment une grande partie de la population régulièrement, soit de laisser faire. Quels étaient-ils, ces scénarios? Alors, on aurait pu, on aurait dû, et il va falloir s'y mettre. Parce que là, pour l'instant, on ne voit pas le bout de l'affaire. Ce que je dis d'ailleurs dans le tract, le déplorant par avance, mais il n'est pas du tout certain qu'il y ait une espèce de solution technique miracle du type une molécule qui va nous sauver.
Peut-être, ça arrive parfois en médecine. Mais parfois, c'est très long. Pas certain non plus que le monde d'après soit à portée de main, c'est ce que vous dites. Alors ça non plus, mais même, je veux dire, attendre que l'épidémie se règle par la survenue soit d'un médicament miracle, soit d'un vaccin miracle, c'est prendre beaucoup de risques. Donc, ça veut dire que cette affaire peut durer longtemps. Et on ne sait pas combien de temps ça va durer. Donc, nous devons d'organiser partout où nous sommes, ensemble, en mobilisant l'intelligence collective, des alternatives entre le tout ou le rien, entre le laisser faire et faire n'importe quoi et le blocage, le lockdown, le confinement où tout le monde est paralysé et s'autodétruit progressivement. Donc ça veut dire tout le contraire de ce que je décrivais tout à l'heure. Ça suppose de faire confiance aux individus et aux collectifs dans leur capacité d'auto-organisation, de faire confiance à la population dans son esprit de responsabilité pour que, localement, les gens s'organisent, se retroussent les manches, discutent ensemble, quitte à parfois avoir des discussions conflictuelles, mais qu'au bout d'un moment, il y ait une auto-organisation de la société pour faire face. Alors, il ne s'agit pas d'anarchie. Il peut y avoir des grandes directives, des directions, et l'État doit être là pour nous aider, mais on ne peut pas, d'en haut, à partir d'un seul homme ou de 2-3 personnes, décréter soit tout, soit rien, soit l'alternance des deux. Par exemple, Boris Johnson, c'est vraiment l'illustration parfaite. C'est-à-dire, d'un côté, on laisse le virus... On ne fait rien pendant des mois, et ensuite on enferme tout. Ensuite on ferme, ensuite on réouvre. Bon, nous avons ce comportement un peu à l'échelle du monde. Nous le voyons aussi en France. Ça n'a aucun sens, ça ne mène à rien. Alors, il me reste quelques minutes avec vous et je voulais vraiment vous poser cette question. Vous dites dans le livre, la démocratie, même la démocratie dans ce régime de pandémie devient un problème. Vous citez le président de la Ligue contre le cancer qui a dit sur le service public, je crois, en contexte de pandémie, la démocratie est un inconvénient. Et vous dites, en parlant de pandémie, en réalité, on a sidéré les esprits. On est passé dans un régime d'exception et on a accepté des choses inacceptables. Et avant de vous faire répondre, je voudrais vous montrer cette petite phrase du préfet de police Didier Lallemand. C'était le 3 avril 2020. Elle a beaucoup indigné, cette petite phrase. Le préfet Didier Lallemand, c'est évidemment celui qui réprime aussi les manifestations à Paris. Et pas besoin d'être sanctionné pour comprendre que ceux qui sont aujourd'hui hospitalisés, ceux qu'on trouve dans les réanimations, désormais aujourd'hui, ce sont ceux qui, au début du confinement, ne l'ont pas respecté. Barbara Stiegler. Oui, donc ça, c'est la rhétorique qui a été, bon là, sous une forme totalement grotesque, mais la rhétorique qui a été toujours la même pendant longtemps et qu'ils ont abandonnée parce que les communicants leur ont conseillé d'arrêter, qui était... S'il y a du virus et s'il y a de la maladie, s'il y a de la pandémie, c'est parce que vous vous relâchez. C'est ce que j'ai appelé une inversion des responsabilités. C'est-à-dire les victimes, les populations qui sont victimes de cette épidémie sont considérées comme les coupables. Voilà. Ça, ce discours-là, on ne l'entend plus. Par contre, effectivement, le discours de la pandémie, c'est-à-dire vous êtes quelqu'un de dangereux qui a des conduites à risque quand vous voulez aller voir vos étudiants. Moi, on me l'a fait sentir à l'université. J'ai voulu au maximum être auprès de mes étudiants. Je me bats encore tous les jours pour y être. Et on me fait sentir que c'est un comportement déviant. Donc, qu'est-ce qui permet d'arriver à des énoncés aussi aberrants qu'un enseignant qui veut venir voir ses étudiants dans une salle soit quelqu'un de déviant? Eh bien, c'est l'imaginaire de la pandémie qui dit que tout contact social est une prise de risque inconsidérée, puisque dès que vous et donc on se retranche d'autant plus, on s'éloigne des autres par ailleurs. C'est l'idée que c'est quelque chose d'équivalent à la peste qui, du même coup, vous oblige à vous confiner de manière permanente. Donc c'est pourquoi c'est très important d'expliquer que ce n'est pas une pandémie dans ce sens-là, que c'est une épidémie mondiale, certes extrêmement compliquée à gérer, j'en conviens absolument, mais qui ne peut être gérée que si on fait confiance, aux populations, à leur capacité d'auto-organisation, et surtout que si on déploie avec ces populations une véritable politique de soins, et une véritable politique d'éducation, et une véritable politique démocratique dans laquelle on puisse échanger, avoir une rationalité partagée, échanger des pratiques, etc. Ça ne marchera que comme ça. Si on continue à avoir une politique strictement répressive, où soit on ouvre tout, soit on ferme tout, soit on desserre un peu la vis, selon cette expression insupportable qu'on entend en permanence, c'est-à-dire une vision purement répressive des choses, à ce moment-là, on n'aura pas de politique de soins, pas de politique de santé, et on ne va pas s'en sortir, sauf si effectivement quelque chose vient nous sauver, tel un messie, un produit miracle. Mais moi, je ne peux pas remettre le sort de pays entiers dans la survenue d'un produit miracle. Alors, dans un précédent livre, publié l'an dernier chez Gallimard, intitulé « Il faut s'adapter », vous parlez d'une injonction à se réinventer individuellement, collectivement.
On a 1 ou 2 minutes. Comment on fait? On part d'où? Parce que beaucoup de gens constatent ce que vous dites et sont aussi dans cet état de sidération toujours un an après. Question vertigineuse, il faut répondre à partir de là où on est. Moi, il se trouve que là où je suis, c'est une université. L'université, par exemple, mais on pourrait dire la même chose du CHU, on pourrait dire la même chose de beaucoup de lieux de travail. C'est un lieu où circule du savoir. Il circule bien, parfois il circule mal, en ce moment il ne circule pas du tout. Et donc il faut se réapproprier nos lieux de travail et nos lieux de savoir pour faire circuler le savoir, pour redynamiser quelque chose comme une démocratie, même à un échelon extrêmement modeste, même à un échelon local. Même des toutes petites luttes. Même des toutes petites luttes, des micro-luttes. Là, par exemple, l'enjeu, nous sommes à Bordeaux, nous avons un certain nombre d'expériences hospitalières, de savoirs universitaires, juridiques, en santé publique. Nous nous connaissons, des étudiants qui sont avides de ces informations, des étudiants en médecine. Tout ça, il faut le faire communiquer, il faut le faire échanger, il faut faire entendre raison à nos présidents d'université, discuter avec eux, qu'ils prennent quand même des décisions qui nous permettent enfin de revenir, ce qui est quand même pas simple à faire passer comme message, c'est le moins qu'on puisse dire. Et voilà, que nous reprenions la discussion, la conversation démocratique et une conversation éclairée par une rationalité partagée qui, en même temps, supporte qu'il y ait du désaccord, du conflit, de la discussion et de la confrontation. Parce que la science, le savoir, ça fonctionne comme ça. Et reprendre un peu peut-être le contrôle de nos vies, si on peut. Voilà. Merci Barbara Stiegler. On rappelle votre texte, ce tract qui vient de sortir chez Gallimard de la démocratie en pandémie. Vous aviez publié récemment aussi du Cap aux grèves, récit d'une mobilisation sur les Gilets jaunes chez Verdier. C'était il y a 2 ans, je crois. C'est ça? 6 mois. 6 mois, d'accord. Et il faut s'adapter chez Gallimard. Merci à vous. Merci. On accueille maintenant François Bougon. Eh bien voilà, François nous a rejoint. François Bougon du pôle international de Mediapart. Bonjour. Bonjour. Mediapart est partenaire d'une série documentaire en 4 volets qui sera diffusée sur France 5 ce lundi 31 janvier. Un document qui s'appelle Irak, destruction d'une nation, réalisé par Jean-Pierre Canet, produit par Romain Icard, que vous pourrez voir à partir de vendredi sur Mediapart. 2 volets vendredi et 2 samedi pour être précis. On va regarder un extrait. Bonsoir, le Stade de France. Nous sommes à 210 jours de l'ouverture du championnat d'Europe des Nations. On est ravis de vous retrouver pour ce France-Allemagne. C'est parti avec un coup d'envoi donné par les Allemands. Qui se souvient ? Qui se souvient que le premier terroriste à se donner la mort au Stade de France le soir du 13 novembre 2015 était un Irakien. Il était originaire de Mossoul. Il s'appelait Ammar al-Sabawi. Il avait 18 ans. Je m'adresse aux familles des victimes en particulier et aux Français en général. Nous sommes désolés qu'un des nôtres ait commis ce crime. Cette personne a été bannie de notre tribu et n'est plus digne d'en porter le nom. Alors François, ce n'est pas un énième documentaire sur la guerre en Irak, comme il y en a eu beaucoup, mais plutôt, on va dire, l'autopsie méticuleuse de 40 ans de destruction de l'État irakien. Dis-nous en 2 mots. Oui, c'est un projet qui est porté, comme tu l'as dit, par le réalisateur Jean-Pierre Canet et le producteur Romain Icard. Et on peut dire que c'est la volonté, puisqu'il démarre, ça c'est le début en fait, il démarre avec les attentats de 2015, et c'est un Irakien, le premier qui se fait sauter, le kamikaze. Et tout de suite, la phrase stupide de Manuel Valls me vient à l'esprit, qui disait « expliquer, c'est déjà vouloir excuser ». Et en fait, tout le travail de Jean-Pierre sur cette série, c'est de montrer justement, d'expliquer, d'essayer de comprendre ce qui s'est passé, d'essayer de comprendre comment ce jeune Irakien a été victime de Daesh, comment il a été pris par ce monstre qui a été Daesh, et que c'est pas une création qui vient ex nihilo, qu'il y a des racines, et que ces racines, c'est l'histoire de ce pays, de l'Irak. Et c'est 40 ans de destruction d'une nation
Et cette destruction d'une nation, nous en avons été à la fois les spectateurs, mais aussi les acteurs en tant qu'occidentaux. Alors, donc, il revient évidemment, ce documentaire, sur des archives, des témoignages exclusifs, aussi quelques informations. Je crois qu'il y a des choses un peu nouvelles dans ce documentaire par rapport à ce qu'on savait. C'est toute la richesse du documentaire, c'est qu'il est nourri d'une enquête très très forte avec une équipe assez intéressante en fait, notamment Ferhat Alani, journaliste franco-irakien. Énormément de documents, en fait, et puis beaucoup de témoignages des acteurs, des Américains, des Irakiens, des Français, et aussi les représentants de l'ONU à l'époque qui ont accusé notamment les participants, enfin ceux qui participent au Conseil de sécurité, au Conseil permanent de sécurité de génocide. Donc en fait, c'est une volonté c'est de l'enquête, hein. C'est pour ça qu'à Mediapart, on a tout de suite accepté d'être les partenaires, parce que c'est à la fois la volonté d'expliquer, d'aller au-delà de la communication et d'être dans l'enquête. Alors, ce partenariat, ce travail en commun, il commence avec la diffusion de ce documentaire sur Mediapart ce week-end. Et puis, sur Mediapart, nos abonnés pourront lire, François, dans les prochains mois, la suite de ce travail, d'autres enquêtes. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, c'est ce qui fait un peu l'originalité de ce partenariat. On n'est pas juste là pour proposer aux abonnés de Mediapart de voir en avant-première cette série qui sera diffusée sur France 5 lundi prochain. Ce qu'on va faire avec Jean-Pierre et Romain aussi, c'est de poursuivre cette enquête. Ça fait déjà 6 mois, on travaille déjà depuis 6 mois, et notamment avec Ferhat Alani et Rachida El Azouzi de Mediapart, et puis Jean-Pierre Perrin aussi, qui est un collaborateur de Mediapart. Et dans les 6 mois qui viennent, oui, nous allons produire des enquêtes et notamment nous nourrir de documents que Jean-Pierre et son équipe ont pu avoir. Alors ça sera sur la corruption, sur les accusations de génocide, sur les millions, les milliers, les dizaines de milliers de morts de l'embargo. Enfin voilà, et tout ça va pouvoir nourrir le site de Mediapart. Ben merci François. On sera évidemment au rendez-vous. Irak, destruction d'une nation, réalisé par Jean-Pierre Canet, produit par Romain Icard. C'est sur France 5 ce lundi 31 janvier à partir de vendredi sur Mediapart. Très précisément 2 volets, vendredi et 2 samedi. Vous restez tous les deux, puisque Barbara Stiegler est restée aussi. Vous restez avec moi pour le 24 heures. Si vous n'avez pas lu Mediapart ces dernières 24 heures, séance de rattrapage. Anton Rouget et Marine Turchi publient de nouveaux éléments de l'enquête pour viol visant le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, notamment des SMS envoyés à sa victime présumée, des SMS vraiment très insistants, 40 messages de relance alors qu'elle ne voulait plus le voir, des échanges qui ont embarrassé le ministre lors de l'audition chez les juges mi-décembre. David Perrotin et Camille Polony nous racontent comment 6 ONG françaises lancent une action de groupe contre l'État français pour le contraindre à en finir avec les contrôles aux faciès, un phénomène documenté depuis de nombreuses années, mais rien n'a changé. Alors ils passent à l'action pour faire constater le manquement de l'État. Et puis ce reportage de Jean-Mathieu Albertini au Brésil, Manaus, ville martyre du Covid-19 en Amazonie, connaît un nouveau pic de la pandémie. La réponse des autorités est chaotique. Les proches de personnes contaminées doivent se débrouiller seuls pour trouver de l'oxygène. Voilà qui est riant. Voilà, à l'air libre, c'est fini pour aujourd'hui. Bonne soirée, prenez soin de vous et demain on parle avec des activistes, promis.